à tous, j'ai le privilège de terminer la session donc avec les aspects anesthésiques réanimatoires du cerclage. J'ai vu donc juste quelques chiffres de Necker, donc on fait entre 50 et 65 procédures par an, je parle juste des cœurs fermés. Je ne vais pas revenir sur les indications, on a déjà très bien entendu parler de tout ça, mais je pense qu'au point de vue de l'anesthésie réanimatoire, on fait assez simple, donc on va séparer deux catégories et du coup deux catégories de patients complètement différents pour la prise en charge. Donc des cerclages protecteurs, on a vu le but c'est protéger la circulation pulmonaire et évidemment essayer d'éviter l'évolution vers un HTP fixé, et ça peut être dans l'attente d'une cure complète ou d'une correction biventriculaire ou dans le cadre d'un programme palliatif. Et on a vu avec Régis, ça reste quelque peu d'indications, les CV multiples, les CV déséquilibrés, quelques VDDI et les VU sans protection pulmonaire. On a un deuxième type d'indication qui change complètement la prise en charge pour nous, donc c'est le cerclage, on a vu des conditionnements au préparatoire, on a vu c'est quoi le but, de maintenir une masse ventriculaire gauche parce qu'un VG sous-pulmonaire soit remis en position systémique. Que c'est le cas des transports vieillis, qu'on a une certaine expérience en Necker avec les cours de avec les cerclages préparatoires pour double discordance avant le double switch, et on a vu que cette indication plus récente des cerclages prophylactiques dans les CMD peut être considérée un peu une extrapolation et une extension d'un cerclage de conditionnement. Donc, je vais vous parler d'abord du cerclage protecteur. Donc, au plan de vue de l'anesthésiste réanimateur, on a trois moments qui sont assez importants. C'est l'induction de l'anesthésie, c'est la calibration du cerclage et c'est la prise en charge post-cerclage en réanimation. Pour ce qui concerne l'induction de l'anesthésie, on essaie de suivre les bonnes pratiques d'induction d'un shunt gauche-droite avec de l'hyperdébit pulmonaire. Donc, on essaie d'utiliser des stratégies de ventilation qui soient adaptées, une FiO2 qui est basse, des PCO2 qui sont contrôlés. On peut aussi bien agir sur l'hématocrit et sur le niveau d'hémoglobine. Évidemment, c'est crucial d'essayer de maintenir un équilibre QP-QS qui fait que l'enfant arrive au moment du cerclage dans des conditions idéales de balance QP-QS, donc idéalement normo-pH, normo-capnique, avec une hémoglobine optimisée et avec une petite dose d'adrénaline qu'on a la pratique en Necker de démarrer après l'induction. Et ça, c'est un peu dans le but d'aider un ventricule droit qui se trouve face à un obstacle fixe et qui doit rapidement s'adapter à ce modèle de surcharge aiguë en pression. Donc, on a vu comment la calibration s'est faite chez les petits selon le poids de l'enfant. Formule Toronto, ça change pour une réparation uni- ou biventriculaire, mais chez les plus grands, on fait une prise de pression en aval et dans tous les cas, on est là pour vérifier la tolérance clinique du cerclage. Donc, l'anesthésiste au bloc s'attend évidemment que le cerclage améliore les pressions artérielles systoliques et que le but, c'est d'obtenir une réduction des PAP, donc que ce soit selon un projet unibiventriculaire, au moins la moitié du 50% des PAS si on est dans une réparation en 2 temps d'un cœur à 2 ventricules, ou évidemment, si on est dans un parcours de circulation des fonds de temps, c'est plutôt la pression pulmonaire la plus basse possible. Un cerclage efficace nous permet de réduire évidemment les flux pulmonaires, et ça, on peut le suivre assez facilement en suivant l'intidal PCO2 au respi. Et c'est clair que la tolérance clinique, on la mesure en fonction de la saturation minimale qu'on peut accepter et de la bradycardie. Donc, c'est clair que ça, c'est des signes d'un cerclage trop serré qu'on peut pas laisser en place. Qu'est-ce qui arrive en post-cerclage en réanimation? Donc, on sort des malades qui sont intubés et ventilés. On utilise les FiO2 minimales pour essayer de maintenir des objectifs de saturation des PaO2 qui évidemment dépendent de la cardiopathie sous-jacente. Donc, on a des cardiopathies biventriculaires où on a des objectifs 92-95% des SAT, et on a des cœurs univentriculaires où évidemment l'objectif des SAT c'est 80-85%, ce qui nous fait un coupé QS équilibré. Il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà au réveil, aux aspirations et à tout ce qui peut entretenir des augmentations aiguës
des pressions pulmonaires, donc des crises d'HTAP. Il ne faut pas oublier qu'on ventile des patients qui peuvent avoir des compliances assez réduites des bases parce que ça fait 2, 3, 4 mois qu'ils souffrent d'une HTAP des débits et qu'ils ont du coup une hyperdébit pulmonaire et une congestion pulmonaire. C'est assez évident qu'on va monitorer tous les signes des débits cardiaques et des malperfusions tissulaires éventuelles, donc que ce soit tout simplement la diurèse, l'SPO2, les lactates, les NIRS. On voit la radio, on voit évidemment à l'écho la fonction du ventricule droit et la fonction biventriculaire. Je ne vais pas m'attarder sur l'effet qu'on va regarder notre cerclage et voir que ce soit anatomiquement en place et que ce ne soit pas vicieux. On a vu par rapport à la valve pulmonaire ou par rapport aux AP. Et on va mesurer un gradient à travers les cerclages. Donc on a vu c'est des Vmax. Et tous ces chiffres ont en valeur juste si on les rapporte évidemment aux pressions artérielles systoliques du patient. Je pense que la grosse question, c'est est-ce qu'on peut extuber rapidement ou pas les malades? Sur les cerclages protecteurs, ça dépend. J'ai envie de dire oui pour tout ce qui est future réparation biventriculaire. Donc, si les malades sont suffisamment stabilisés à la sortie du bloc, on peut envisager un début de réveil les soirs même ou quelques heures après. Ce n'est pas le cas pour les VU où on a plutôt une attitude de stand-by, donc on essaye quand même de les optimiser, de les stabiliser et de reproduire des conditions d'équilibre coupé QS qui font que normalement on commence à lever les sédations autour des J1, voire J2. C'est difficile de donner des valeurs moyennes de durée de ventilation, des inotropes, des séjours en réa, et même des mortalités, parce que tout ça, évidemment, ça dépend de la cardiopathie sous-jacente. On a des séries précoces des années 80-90, on avait des mortalités jusqu'à 20% pour le cerclage. Au fil du temps, cette mortalité s'est améliorée, donc on est aujourd'hui environ à 5% des mortalités. C'est l'amélioration de la prise en charge péropératoire, c'est évidemment une meilleure sélection des indications, mais c'est loin d'être zéro. Donc, on a vu qu'il y a des complications évidentes immédiates sur un cerclage qui peut être pas assez serré et du coup inefficace ou trop serré. Il y a des complications à niveau évidemment du côté pulmonaire. Je voulais juste dire un mot sur ce qui est complications sur la voie d'éjection gauche. Il y a certains malades qui peuvent développer ou quand même aggraver un obstacle sous-aortique et ça va réaliser les cas figure des doubles obstacles. C'est une situation qui est assez qui peut devenir le cauchemar en fait d'une nuit de garde en réanimation. Donc je vous présente rapidement les cas de ces petits de 6 mois, 4,5 kg qui avaient un diagnostic anténatal de CAV complet déséquilibré équivalent VU et eusomique. Il nous est adressé avec des signes d'hyperdébit, mauvaise prise pondérale. Donc on les cercle les 31 après-midi, 31 décembre après-midi, cerclage Toronto, tout se passe bien au bloc, à l'admission en réanimation il est relativement stable. Donc FiO2 40%, petite dose d'adré, bonne diurèse, objectif des SAT, attente avec FiO2 40%. Et on s'est dit, on les réveille à J1. Et les patients font une bradycardie extrême qui évolue en arrêt cardiaque. Il est massé 5 minutes, il n'est pas réouvert, mais il est carrément réendormi, mis sous AG et ventilé jusqu'à 100% de FiO2. Et du coup, on tourne autour un cerclage qui est très serré, avec une indication des cerclages, mais surtout la mise en évidence de cet obstacle à gauche. Qui fait que, au plan de vue réanimatoire, on n'a pas trop de marge de manœuvre pour optimiser ce genre de patients. Donc, patient reste à faire rapidement à J5. Il a une Damuski avec cure interruption de cure de l'arche et une DCPP parce qu'effectivement, les pressions pulmonaires restaient assez basses. Et avec des suites enfin plutôt favorables. Mais encore une fois, pour dire, il y a des complications et la sélection des indications est assez importante. J'y vais sur la deuxième partie finale de mon topo. Donc, on va parler d'une indication qui est plus récente, le cerclage dans les CMD.
Donc on voit que les backgrounds, on a déjà largement parlé du cerclage, du retraining dans les doubles discordances, que c'est et pour retrainer en ventricule gauche sous-pulmonaire et pour stabiliser la fuite tricuspide sur les VD en position systémique. Et du coup, voilà une nouvelle, entre guillemets, indication du cerclage prophylactique dans cette cardiomyopathie dilatative du cœur gauche. Donc, c'est une insuffisance isolée du ventricule gauche avec un VD qui est normal. Et on a vu déjà avec les cardio et avec Régis les doubles principes pour lesquels il y a ce repositionnement du septum vers la gauche qui fait que par un principe géométrique, on améliore les paramètres morphologiques du VG, mais il y a aussi un principe un peu fonctionnel des régénérations qui est basé sur l'interdépendance ventriculaire et qui fait que l'hypertrophie du ventricule droit peut entraîner une cohypertrophie à gauche et une resynchronisation. Donc, on a déjà cité, je pense, à 3 reprises l'article du groupe de Schranz, qui c'est la plus vaste série de la littérature. À Necker, on a cette petite expérience depuis 2016. Régis a déjà parlé de ces malades. Donc, c'était 12 malades avec des critères d'inclusion tout à fait similaires du groupe des Schranz. Moins de 10 kilos, insuffisance cardiaque terminale gauche avec une VD adaptée et qui on aurait dû considérer pour une inscription en liste, mais qui sont carrément exclus d'un projet de transplantation dû au petit poids et à l'âge minimal. C'est des patients qui étaient sous traitement médical maximal, IEC, bêta-bloc et diurétique, et la moitié ont nécessité des hospitalisations itératives pour cure de lévocimendin et sur des décompensations aiguës. Donc au bloc, on se trouve sur une catégorie des malades qui n'a rien à voir avec les malades en hyperdébit pulmonaire. Donc on parle d'endormir en fait des VG extrêmement défaillantes et le but c'est optimiser la balance transport-demande d'oxygène, de limiter les besoins. Donc une anesthésie contrôlée, éviter la tachycardie, essayer d'optimiser les conditions de précharge du VD. Et encore une fois, optimiser les transports avec des seuils d'hémoglobine au moins à 12 grammes par décilitre. Les patients étaient, comme on disait, sous IOC diurétique bêta-bloc avant et au bloc qui sont stabilisés avec des inotropes IVSE, donc du chorotrope et encore une fois une dose d'adrénaline intermédiaire entre 0,05 jusqu'à 0,1 gamma. Les protocoles de Schranz prévoient aussi de la noradré si besoin pour maintenir la pression de perfusion coronaire. On n'a jamais utilisé chez notre patient. Et comme on a déjà dit, cette fois, l'objectif, c'est de cercler progressivement jusqu'à obtenir des PVD qui sont à 2/3 des systémiques. Et si on a les TO en place, on peut voir effectivement les septum qui va se réaligner vers une position plus neutre et vers la gauche. Donc, ces patients ont eu des suites en réanimation plutôt simples avec possibilité d'extubation moyenne à J4. Les inotropes étaient sévrés à la suite, donc autour de J5 avec la reprise de leur traitement médical standard et avec des séjours en réa environ d'une semaine. On a vu les résultats à moyen terme, donc ils ont tous amélioré leurs paramètres des classes fonctionnelles et leurs paramètres aussi morphologiques du VG, donc en faveur d'un retraining du ventricule gauche. 3 patients ont besoin à distance d'une redilatation percutanée du cerclage sur des PVD supra avec apparition d'unité. Et on a déjà dit 2 patients sont décédés. L'un des 2, c'était le seul patient qui avait 2 ans dans la série. Donc encore une fois, l'âge a l'air d'être assez critique dans ce type d'indication. Donc je passe aux conclusions. Cerclage technique assez simple. Je pense que mais voilà, c'est pas que ça, c'est une chirurgie palliative. On a une population assez hétérogène des patients qui peuvent être des patients en hyperdébit pulmonaire mais des choronies ventriculaires. Ils peuvent être des patients avec des cardiomyopathies dilatatives assez sévères.
Pour ce qui est le cerclage de protection pulmonaire, c'est une question d'équilibre, circulation systémique, circulation pulmonaire. Et les résistances sont dynamiques et peuvent changer entre les situations au bloc opératoire, les situations au réveil et réanimation. Donc c'est parfois difficile de trouver la bonne balance. Et pour ce qui concerne les cerclages prophylactiques sur les cardiomyopathies dilatatives, on a eu des résultats assez encourageants, mais c'est que les court en moyen terme. Et comme on a vu, c'est une population de patients très sélectionnés avec une cardiomyopathie dilatative gauche exclusive et idéalement avant l'âge de 1 an. Je vous remercie. Merci. Bon, on va passer à la phase questions. Régis, tu as levé la main? Non? Non. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Je croyais que... D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que Nadir, il en a quelques-unes. Mais on va d'abord vous laisser la parole. Oui. J'ai une question concernant les cardiomyopathies dilatées, l'indication du cerclage. Vous avez parlé de moins de 1 an et quand vous avez fait votre présentation, il y avait des cas où il y avait des cardiomyopathies dilatées avec une insuffisance mitrale. Alors, dans ces cas-là, vous faites une annuloplastie avec le cerclage. Ouais. Et ils avaient quel âge? Non, l'annuloplastie, c'est le premier malade qu'on a fait. D'accord. On lui a fait une plastie et un cerclage, et tous les autres, on n'a pas fait, et on ne fait pas de geste sur la mitrale. D'accord, donc vous laissez l'insuffisance mitrale en place, et vous faites le cerclage. Et ils avaient quel âge? En fait, on dit c'est principalement moins d'1 an, mais dans les critères du protocole un peu qui a été fait par Chante, c'est moins de 6 ans en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut faire des malades de 2 ans, 3 ans, etc. Le problème se pose particulièrement pour les malades, les tout petits, du fait initialement, bah oui, les greffons à cet âge-là, c'est vraiment très très compliqué. Ça reste compliqué à 3 ans, et donc voilà, c'est moins de 6 ans. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas le faire après. Faut pas le faire après. D'accord. Il y a une régression après en post-op de l'IM? Oui, l'IM évolue favorablement. C'était 10 malades. Il y en a 2 qui n'ont pas bien répondu et qui ont évolué ni sur leur fonction, ni sur leur fuite mitrale. Et les 10 autres, ils ont eu une amélioration de leur FE et de leur mitrale. Merci. 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 D'autres questions ou commentaires? Nadir, à toi. D'abord, merci Roland. Je voulais remercier tous les orateurs déjà d'avoir tenu le temps et pour leur excellente présentation. En plus, elles se sont bien complétées et ça permettait de répondre, de faire une revue un peu sur la question. Régis l'avait bien dit, j'ai deux commentaires et 2 questions sur le cerclage, même si les indications du cerclage sont peu moins nombreuses. Mais il y a les indications de sauvetage, notamment sur ces histoires de troncus. Nous, on a eu une histoire récente d'un troncus prématuré, très petit poids, où on a cerclé les 2 artères pulmonaires et on a réussi à le faire évoluer favorablement et puis il va revenir un jour je l'espère, pour une cure complète. J'avais juste une question d'ordre purement technique, mais Camilla avait répondu un peu en partie sur la question, pour Camilla et Régis, sur la calibration du cerclage. Sur le cerclage de protection, tu l'avais bien expliqué, Régis, mais du coup, pour le cerclage de l'insuffisance cardiaque, des cardiomyopathies, vous vous basez sur combien? Donc finalement, vous le cerclez d'une façon un peu moins serrée, j'ai l'impression, c'est ça? On cercle en prenant les pressions, avec le TO continu et en mesurant la PVC. Donc en gros, il faut rester en dessous de 15 de PVC, que la tricuspide ne fuit pas, etc. Et on s'aperçoit que pour réussir à faire monter les pressions dans le VD, il faut cercler sévèrement. C'est-à-dire que c'est pas un petit cerclage. À la fin, j'ai pas mis la vidéo complète, mais visuellement, on n'est pas loin d'un Toronto finalement. Et parce que les pressions, avant que ça monte à 70% des dépressions systémiques, il faut créer un obstacle qui est quand même assez majeur.
Donc le cerclage, il est en fonction des pressions dans le VD. C'est la PVD qui dicte le. Voilà. Et on a cerclé moins si le VD, si la tricuspide fuit. On a eu un malade, à peine on mettait le cerclage, alors que la fonction VD restait correcte, il fuyait massivement la tricuspide. Donc lui, on l'a laissé avec un cerclage très peu serré de 3 jours. On l'a resserré et la tricuspide n'a pas fui et c'était bon. Et au niveau des saturations, ça descend? Il n'y a pas de chante. Donc ça, l'hypodébit pulmonaire immédiat. Il n'y a pas de chante. Donc, Oui, il n'y a pas de raison qu'il désature, sauf s'il est vraiment très très serré. s'il est en bas débit, s'il est en bas débit. Ouais, c'est ça du bas débit. Ok, merci. Une autre question, mais qui... en fait, c'est une question en réflexion par rapport aux doubles discordances diagnostiquées tardivement chez les gouches, chez qui on commence à faire, on a quelques cas où on met des triclips sur les valves AV systémiques. Est-ce que tu penses que dans ces cas-là, il serait intéressant justement d'associer un cerclage quand on met un triclip sur une valve tricuspide, sur un VD systémique dans une double discordance? Est-ce qu'on a intérêt à rajouter un cerclage pour améliorer les performances? Alors moi j'ai évidemment aucune donnée pour... je pense que personne n'en a. Je ne sais pas si M. Massé a un commentaire à faire. À mon avis c'est séduisant, mais à mon avis, vu le type de malade à qui on propose ça, je crois que c'est bien de leur proposer le clip tricuspide en position systémique. Et parce que nous on ne sait pas faire ça. Plastifier des valves de double discordance, on ne sait pas faire. Au maximum, ce qu'on peut faire, c'est une anneauplastie si on arrive à voir l'anneau tricuspide, mais on ne peut pas les plastifier. Le cerclage, je ne suis pas sûr qu'il au stade où on met ce genre de je ne suis pas sûr que ça soit... Je n'ai pas d'idée. Je pense que personne ne peut dire. Oui, le commentaire, c'est comme Régis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données dans la littérature. C'est sûr que on voudrait avoir un système percutané qui nous permette de faire des cerclages variables, en commençant par, bien sûr, des cerclages extrêmement peu serrés, mais ce matériel n'existe pas, ou même en mettant des stents, en faisant un système de poupérus éventuel, mais les stents sont un peu longs pour éviter d'abîmer la valve pulmonaire. Donc, ça reste assez séduisant sur le plan théorique, mais on s'adresse à des patients beaucoup plus âgés, qui sont des patients en général, qui sont des patients, en tout cas à ce jour, qu'on fait en deuxième intention après qu'ils aient été récusés par la chirurgie. Donc, il n'y a pas de données, mais bon, comme les données sur le nourrisson avec cardiomyopathie dilatée sont émergentes, peut-être que ça va pousser les congénitalistes adultes et les chirurgiens congénitalistes adultes à réfléchir sur ces patients. Ce qui se passe aussi, c'est que chez les enfants, quand on les cercle, ils vont grandir sur leur cerclage. Et donc, ils ont un cerclage progressif qu'on ne peut pas faire chez l'adulte. Tous les petits et les enfants un peu plus grands, on les cercle. Quand nous, on fait des cerclages sur double discordance, on ne les cercle pas en Toronto, on fait 22 plus le poids, c'est-à-dire qu'ils ont un cerclage qu'au départ à 2,50 m, voilà, c'est pas serré du tout, et ils vont se serrer leur cerclage progressivement. Si on voulait le faire sur des grands, il faudrait mettre un obstacle important d'emblée. Je suis pas sûr que ça soit aussi bien toléré que chez les petits à qui on peut faire un cerclage pas trop serré, qui vont serrer leur cerclage progressivement avec la croissance. Merci. Non, enfin, moi, en fait, ma réflexion, bien sûr qu'il n'y a aucune donnée là-dessus, mais elle est purement théorique sur l'effet un peu, entre guillemets, biomécanique de la chose sur ces VD systémiques qui sont très dilatés. On a bien vu sur la présentation de Xavier, finalement, sur les belles images de ces dernières diapos, où l'effet sur les flux intraventriculaires sont meilleurs avec des volumes un peu réduits. Donc, on a envie de penser qu'en associant ça, on pourrait peut-être gagner en performance hémodynamique. Donc, c'est juste une réflexion, bien sûr. Mais écoutez, moi, merci beaucoup. Roland, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est toi qui es dans la salle et je te laisserai peut-être conclure. Encore une fois, moi, je tenais à remercier tout le monde pour ces belles contributions. Merci. Oui, il y avait encore une question. Oui, allez-y. Non, vous? Oui, vous étiez en train de parler. Prenez le micro. Merci. Sur les cardiomyopathies dilatées, est-ce que vous faites la méthode Toronto pour le serrage? C'est ce qu'on a expliqué, c'est en fonction des pressions. Les pressions. Dans le ventricule droit. D'accord, c'est tout. Merci. D'autres questions? Ok, merci. En tout cas, merci à Arcotova, la Société française, pour ces réunions communes qu'on fait chaque année. Merci Philippe, Nadir et Xavier
pour votre intervention, Régis et puis Camilla.